nous avons déposé une motion de rejet sur ce texte de loi, tout d'abord pour marquer notre profond désaccord avec la méthode, votre méthode. Vous présentez ce texte comme une proposition de loi qui émanerait des députés. Mais nous savons bien tous ici que cette loi arrive tout droit de Bercy et du gouvernement. Le 8 janvier 2024, Bruno Le Maire a annoncé qu'un projet de loi sur l'attractivité financière, précisément l'objet du texte du jour, serait présenté à l'Assemblée nationale au printemps. Et attention, magie, 2 mois plus tard, le projet de loi du gouvernement s'est subitement transformé en proposition de loi portée par un député de la majorité. La manœuvre est terriblement grossière parce qu'en passant par une proposition de loi plutôt qu'un projet de loi, vous contournez le Conseil d'État que vous n'êtes plus obligé de consulter sur le texte. Plus grave encore, vous échappez à l'étude d'impact, qui est obligatoire pour tout projet de loi, mais pas pour les propositions de loi. Notre Assemblée doit donc examiner aujourd'hui un texte qui ne dit pas son nom, pour lequel nous n'avons ni avis du Conseil d'État, ni étude d'impact. Ce ne sont pas des conditions pour légiférer correctement, chers collègues. Car ce texte n'est pas une petite proposition de loi qui modifie le droit à la marge. Il comporte 15 articles qui vont modifier de façon conséquente le fonctionnement des marchés financiers français. Avant de toucher à la réglementation d'un secteur aussi sensible que la finance, évaluer les impacts serait le minimum. Nous ne comprenons pas pourquoi vous ne l'avez pas fait, sauf si peut-être vous avez quelque chose à cacher. Par ailleurs, le gouvernement a déposé 3 amendements demandant une habilitation à légiférer par ordonnance sur le droit des sociétés, sur les organismes de placement collectif et sur le fractionnement des instruments financiers. Là encore, ce sont des sujets extrêmement sensibles qui touchent à la stabilité financière de la France. Le fait de passer par amendement dans une proposition de loi vous permet là encore de ne pas évaluer les impacts. Si vous étiez passé par un projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnance, vous auriez dû nous présenter les objectifs, les autres options possibles, la liste prévisionnelle des textes d'application et j'en passe. Si ces 3 amendements sont adopter ce texte de loi reviendrait à vous habiliter à l'aveugle à légiférer par ordonnance, et ça, ce n'est pas sérieux. Et ce n'est pas le seul point qui pose question sur la sincérité de ce texte. Nous avons reçu la liste des auditions réalisées au nom de la Commission des finances sur cette proposition de loi. Et nous avons pu constater que les acteurs essentiels n'ont pas été auditionnés. C'est le cas, par exemple, de l'autorité des marchés financiers, qui aurait pourtant dû être la première audition, puisque ce texte touche précisément à son mandat, c'est-à-dire la régulation des marchés financiers. En commission des finances, nous avons soulevé ce point. Le rapporteur a d'abord menti en prétendant avoir auditionné l'AMF, avant de reconnaître que ce n'était pas le cas. Des échanges ont, semble-t-il, eu lieu, mais pas dans un cadre institutionnel transparent et ouvert, qui aurait pu permettre à l'opposition que nous sommes d'interroger directement l'autorité au sujet de cette proposition de loi. En l'absence d'opposition, dans vos auditions ou rencontres informelles, vous faites bien dire ce que vous voulez à l'AMF. Alors, heureusement, le président de la Commission des finances a interrogé justement l'AMF. Et son analyse n'est pas tout à fait ce que vous prétendez. Et je ne vais pas refaire la liste entière des réserves qui ont été présentées par le président Coquerel, mais je vais revenir sur certaines que nous devons prendre très au sérieux et qui doivent éclairer la représentation nationale ce soir. D'abord, l'article 1. Cet article y prévoit d'introduire en France la possibilité pour des dirigeants d'entreprise de s'octroyer des actions à droit de vote multiple. Adieu le principe « une action, une voix ». Et l'AMF soulève plusieurs points qu'elle considère inquiétants. Par exemple, le fait que de tels droits de vote multiples pourraient être octroyés pendant 15 ans. 15 ans. Ou encore le fait que les dirigeants pourraient aller jusqu'à s'octroyer 25 droits de vote par action, ce qui est vraiment énorme. Alors je vous demande, collègues, de réfléchir au pouvoir de décision qu'un tel dispositif donnera et les rapports de force déséquilibrés que cela va engendrer. L'article 3 inquiète également l'AMF et nous aussi. Il permet à des dirigeants d'entreprise de diluer son capital selon des modalités assouplies, notamment en se passant de l'avis de l'AMF. Mais demain, avec cette loi, ça ne sera plus le cas. Et cela est problématique car ces opérations sont dangereuses pour les actionnaires actuels et surtout pour les petits actionnaires qui sont parfois des salariés. Et c'est très curieux pour un gouvernement qui n'a que les petits actionnaires à la bouche et qui veut augmenter l'actionnariat salarié. C'est curieux d'assouplir ainsi le recours à des opérations qui sont très dangereuses pour eux. Je vous citerai juste un exemple, chers collègues, celui de Casino, où un consortium d'hommes d'affaires a fait son entrée au capital grâce justement à une opération de dilution. Un actionnaire qui possédait 1% de l'entreprise a vu sa part diluée à 0,0003%.
Et je trouve ça d'autant plus problématique que de se passer de l'avis de l'AMF sur ce point, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle alerte sur ces opérations de financement dilutives. Je vous rappelle d'ailleurs un communiqué qu'elle a écrit le 14 février 2023, où elle a demandé aux entreprises qui ont recours à ces opérations de mieux informer les investisseurs sur les risques. Elle note également une augmentation des signalements et des réclamations émanant de particuliers qui ont perdu leur investissement en raison de telles opérations. En principe, il faut plutôt écouter le messager, pas l'ignorer ni le faire taire. Vous l'avez compris, collègues, nous dénonçons le processus qui a mené à cette proposition de loi qui n'est pas du tout à la hauteur du sujet. Alors pourquoi une telle précipitation sur ce texte? Pourquoi une telle fuite en avant? Car finalement, ce texte, c'est un aveu d'échec. L'échec de votre politique économique, celle d'Emmanuel Macron. Quelle surprise! Le ruissellement n'a pas marché. Votre gouvernement a coupé et encore coupé dans les impôts. Nous en sommes à 60 milliards d'euros par an de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux plus grandes entreprises. Alors je pense qu'on peut faire pire en termes d'enfer fiscal. Et malgré ces coupes, la croissance n'est pas au niveau où vous l'attendiez. Mais les emplois non plus. Après 5 ans de travail et pas moins de 4 rapports, le comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital, c'est-à-dire la suppression de l'impôt sur la fortune et de la flat tax, ne parvient toujours pas à détecter le moindre impact sur ces réformes sur des créations d'emplois, ni sur les investissements d'ailleurs, et c'est bien d'ailleurs ça que vous voulez chercher, pour ça que vous cherchez des investisseurs étrangers. Mais c'est aussi des milliards déversés sans contrepartie aux entreprises, qui n'ont aucun effet. Vous, le MEDEF, nous avez promis 1 million d'emplois créés avec le CICE. Et selon France Stratégie, moins de 160 000 emplois seraient imputables à ce crédit d'impôt. Et vous conviendrez que ça fait cher l'emploi. Votre politique prétendait redresser les comptes de la nation, que vous avez mené tout droit au déficit. Vous qui êtes obsédés par la dette, en permanence qui nous faites des leçons de budgétaires, vous qui prétendez être de bons gestionnaires, vous avez creusé le déficit non seulement de l'État, mais également des collectivités territoriales. Si vous aviez géré une entreprise ainsi, je doute que les actionnaires vous auraient reconduit comme dirigeant. Et pour rembourser vos erreurs, vous voulez faire payer à peu près tout le monde. En une nuit, par décret, en catimini, vous avez brutalement coupé 10 milliards d'euros de dépenses. 2 milliards en moins pour la politique écologique, 11% en moins pour l'aide au développement, 700 millions en moins pour l'éducation nationale, l'équivalent de 7 500 postes dans la recherche. Ben oui, l'équivalent. 200 millions en moins pour l'apprentissage, 50 millions en moins pour l'inclusion sociale, 38 millions en moins pour la protection de l'enfance. Le coup de rabot budgétaire est tellement massif et brutal que seuls 2 ministères ont à ce jour réussi à proposer des coupes budgétaires correspondantes. Alors maintenant, vous voulez faire payer les chômeurs avec une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui ne va ne rapporter aucune économie et bien au contraire. Elle va augmenter la précarité et les dépenses sociales qui sont déjà en augmentation du fait de votre politique de brutalité sociale. Mais ce n'est pas fini, vous voulez faire payer aussi les retraités. En revenant sur votre promesse d'indexer les retraites sur l'inflation, le président de votre groupe a même dit à l'Assemblée nationale parler d'une année blanche pour les retraités et les prestations sociales. Mais vous voulez aussi faire payer les collectivités territoriales, alors qu'elles sont déjà en difficulté budgétaire du fait de votre politique. Vous leur avez supprimé leurs ressources fiscales et vous les abandonnez face à l'inflation et à l'augmentation des dépenses sociales. Et vous leur demandez de participer encore à l'effort. Tout le monde doit payer, enfin pas tout à fait. Tout le monde sauf les riches. Vous persistez dans votre obsession à ne pas augmenter les impôts des plus riches. Car cela ne vous dérange pas que les plus pauvres payent, eux, davantage d'impôts avec la TVA à cause de l'inflation et de votre refus de bloquer les prix. En fait, ce texte de loi, il a un mérite. C'est celui d'exposer vers quel modèle économique Emmanuel Macron veut nous emmener. C'est le modèle économique des États-Unis, où le marché décide à la place de la puissance publique et des citoyens. C'est un modèle où la protection sociale a été réduite à presque rien. C'est un modèle où l'État n'a plus de capacité à mener des politiques publiques ambitieuses, tant il a vidé ses propres caisses en supprimant les impôts. C'est davantage de financiarisation de l'économie au détriment de la stabilité financière. Et nous ne voulons pas importer ce modèle économique en France. Il a mené à de l'instabilité, il a mené à des fraudes aux investissements, il a mené à des crises financières qui ont mis le monde en danger, comme celle des subprimes. Nous rejetons la logique politique de ce texte. Sur ce point, collègues, je sais que nous serons en désaccord. Mais sur la méthode, je pense qu'en tant que parlementaire, personne ici ne peut rester indifférent
au fait que le Parlement n'est pas correctement informé sur les impacts de ce texte, et cela par le choix d'un véhicule législatif qui permet de se passer d'études d'impact. C'est pourquoi, collègues, je vous invite à voter cette motion de rejet préalable.